Bien alors, qu'est-ce que l'odorat, la maladie et la mort ont en commun? Et donc, je vais vous dire quand votre nez vous dit tout. C'est tout un programme. Alors, j'ignore si vous le savez, mais votre sens olfactif, ou alors plutôt votre capacité à sentir, fait partie intégrante de votre santé, au point que vous devez apprendre à l'utiliser pour identifier les messages que votre corps vous envoie et aussi agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est quand même ça le but du jeu, vous n'allez pas attendre non plus, hein. Donc, votre nez vous dit tout, mais pas que. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors, ce nez. Donc, à l'intérieur de vos voies nasales, il y a deux patchs de cellules de chaque côté qui sont conçus pour détecter les odeurs. Et donc, ces petits emplacements-là, ces petites, je sais pas, moi je dis des patchs, je ne sais pas comment dire ça en français, sont constitués de près de 6 millions de cellules qui sont des réceptrices olfactives et elles vous permettent de détecter et de différencier des milliers d'odeurs et de parfums différents. Alors ça, c'est impressionnant, mais il faut savoir que les autres animaux, eux, ils ont un sens de l'odorat encore plus aigu, et parce qu'évidemment, leur survie dépend beaucoup de leur capacité à sentir les ennemis ou alors leur nourriture, hein. Donc ici, sur cette petite illustration, on voit le parcours des molécules odorantes, hein, qui sortent de la fleur, hein, qui sont captées par le nez et qui sont entraînées par le bulbe olfactif jusque dans le système limbique, hein, c'est à l'arrière de la tête, là où tout notre capital émotionnel d'origine est stocké, hein. En fait, c'est votre subconscient, hein, quelque part. C'est votre animalité, c'est tout ce qui est le plus, je dirais, basique chez vous. Okay. Alors, une odeur, c'est quelque chose qu'un aromathérapeute apprend évidemment dès les premiers cours de chimie, comment on perçoit les odeurs et surtout comment les molécules chimiques atteignent l'hypothalamus qui va alors envoyer des signaux à de nombreux récepteurs et surtout à des glandes qui vont agir sur ce qu'on appelle notre psycho-neuro-endocrino-immunité, hein. Donc on a aujourd'hui enfin compris, c'était pas trop tôt, combien l'odeur peut avoir d'impact sur tout notre organisme. Donc on a appris aussi pardon, que notre sens de l'odorat est intimement lié à nos émotions, à nos souvenirs, et donc à notre capacité de goûter et même notre attirance sexuelle. Comment on a envie de manger quelque chose quand on ne sent rien, hein, et c'est vrai que avoir des relations intimes avec quelqu'un qui sent rien du tout, c'est peut-être pas aussi, enfin je sais pas, hein, c'est pas top quand même. Donc, si la recherche démontre que notre capacité à sentir peut atteindre son maximum à l'âge de 8 ans, eh ben, différentes études suggèrent qu'on peut commencer aussi à perdre la sensibilité aux odeurs, aux parfums, entre 15 et 20 ans, hein. Alors que certains enfants de 80 ans ont un sens de l'odorat aussi vif que celui d'un jeune adulte, et ceux-là, ils ne sont jamais malades, hein. Parce qu'en effet, il y a tout un lien, hein. Les recherches montrent que notre sens de l'odorat peut prédire notre longévité. Et vous pouvez aussi sentir l'odeur de la maladie. Ça, c'est un truc, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, de croiser quelqu'un, surtout dans un ascenseur, je me rappelle. Oh mon Dieu, j'ai failli tomber à la renverse. Ou alors rentrant dans une boutique aussi. Il y a des gens qui sont malades et ça se sent, mais vraiment très fort. C'est-à-dire là, il y a une relation entre votre sens de l'odorat et votre santé. Et c'est à double sens tout ça. Les odeurs qui sont un rappel efficace de toute forme d'expérience, et puis à l'expérience qui peut être liée à la façon dont votre cerveau va traiter les odeurs et les souvenirs qui y sont liés. Alors, c'est pourquoi dès le début de la pratique médicale, normalement, les médecins devaient utiliser leur odorat parce qu'évidemment, ils n'avaient pas toutes les analyses qu'on a aujourd'hui à leur disposition. Ils savaient déjà utiliser l'odorat et le goût pour déterminer si leur patient avait une maladie. Alors, tous ceux qui ont vu les films sur Louis XIV ont peut-être vu ça déjà. Je ne vous donne pas voilà, je ne rentre pas dans les détails là.
Mais effectivement, ils utilisaient tout, hein, le goût et l'odorat, pour tester où en était leur malade. Donc, à la fin des années 1600, il y a un médecin anglais, Thomas Willis, qui a observé la relation entre l'urine sucrée de quelqu'un et le diabète. Ce qui signifie qu'il fallait quand même qu'il lui goûte l'urine pour se rendre compte qu'elle était sucrée. Donc, certains médecins savent encore reconnaître un parfum fruité sur la respiration d'un diabétique dont le sucre sanguin est trop élevé. Enfin, on ne va pas le voir mettre le doigt dans son urine non plus. Mais bon, de plus en plus de médecins se sont éloignés de l'odorat et du goût d'ailleurs pour laisser place aux analyses médicales, malheureusement, qui elles sont certainement beaucoup moins fiables d'ailleurs. Alors qu'un odorat sensible peut toujours procurer au médecin un avantage unique, des maladies qui ont un parfum particulier. Donc, on peut pouvoir reconnaître l'odeur d'une infection des sinus, par exemple, ou l'odeur liée à certaines maladies, comme l'odeur du pain cuit sur une personne qui souffre de fièvre typhoïde. Bon, aujourd'hui, plus personne n'a une fièvre typhoïde. Le chou bouilli, c'est les personnes qui ne métallisent pas la méthionine, par exemple. Ou alors, il y a l'odeur de boucherie chez quelqu'un qui souffre de fièvre jaune. Bon, il faut encore tomber sur quelqu'un qui souffre d'une fièvre jaune, c'est clair. Mais donc, les chercheurs ont également noté que les personnes malades d'une maladie dégénérative ne transpirent plus parce que leur immunité est affaiblie. D'ailleurs, quand il n'y a plus d'immunité, il n'y a plus de fièvre, donc il n'y a plus d'élimination de toxines, donc plus de transpiration. Ça, c'est bien clair. Et donc, l'odeur de leur corps est non seulement plus forte, mais aussi une odeur différente. C'est celle de la putréfaction interne. Et ça, combien de fois? Enfin, c'est quelque chose qu'on arrive à sentir. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon article sur l'aromathérapie du cancer. Je suggère des diffusions d'huile essentielle et d'hydrolat dans les chambres pour justement masquer cette odeur qui est bien typique, malheureusement. Donc, l'odeur qui provient de votre corps émane d'une variété de zones différentes et pas seulement de la transpiration ou de la respiration. Donc, l'odeur qui est normale pour vous va dépendre de votre âge, de votre régime alimentaire, de votre métabolisme, de votre santé et de votre sexe. Okay? C'est clair que je pensais à ça parce qu'il y a mon fils qui a passé pas mal de temps ces derniers temps dans des énormes dortoirs où ils étaient 80. 80 garçons, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça doit faire, surtout quand il reste plusieurs jours de suite sans se changer du tout et sans prendre de douche. Et, enfin bon, je vous laisse imaginer, 80 mecs dans la même temps, la testostérone et le reste. Voilà. Donc, l'odeur et l'immunité. Oui. Alors, il y a un chercheur, c'est le docteur Matt Olson, qui a évalué qu'il y a un changement dans les odeurs corporelles en fonction de l'immunité. Et ça, c'est très, très important. Parce que l'odeur des humains change après l'exposition d'une endotoxine. Endotoxine, c'est une toxine interne. Donc, par exemple, pendant le stress, notre taux de cortisol sera plus élevé. Et pendant une réponse immunitaire, eh bien, évidemment, notre réaction androgénique va être plus faible. Il va y avoir moins de réaction. Et une réponse immunitaire activée peut également modifier votre excrétion de sous-produits métaboliques qui peuvent modifier les odeurs corporelles. Ça aussi. Et c'est ce qui explique les sentiments de dégoût souvent éprouvés par certains individus après avoir senti ces odeurs désagréables. C'est fait exprès. C'est fait pour qu'ils ne s'approchent pas des personnes qui les émettent et donc pour les protéger de la maladie. Ça, personne n'y pense. Donc, comment la maladie affecte-t-elle l'odeur du corps? Ça, c'est très intéressant. Il faut savoir que les bactéries sur la peau décomposent les protéines de sueur en acide et produisent l'odeur. Okay? Et donc, les gènes qui contrôlent votre réponse immunitaire vont influencer votre production d'odeur corporelle. Et donc, les chercheurs ont découvert que les tumeurs malignes vont exuder une minuscule quantité d'alcanes et de dérivés benzéniques qui ne se trouvent pas dans les tissus sains. Ok? Mais ça, c'est aussi utilisé de plus en plus par les chiens. Il y a des petits chiens qui sont entraînés à maintenant découvrir si vous avez ou pas des cellules cancéreuses dans le corps. Bon, on ne trouve pas à tous les coins de rue, mais ils ont commencé à comprendre que ça marchait. Alors, votre sens de l'odorat peut également avoir une valeur prédictive dans la détermination de votre longévité. Et aussi, les changements dans votre sens de l'odorat peuvent indiquer les premiers stades de démence.
Et ça, c'est très intéressant. Donc, je vous rappelle que l'odeur est vraiment très liée aux souvenirs formés dans cette région limbique, dont on a parlé tout à l'heure, à l'arrière du cerveau. Et dans une étude sur près de 3000 personnes qui étaient âgées de 57 à 85 ans, les chercheurs ont constaté que presque tous les participants qui pouvaient identifier seulement un ou deux des 5 parfums qui leur étaient présentés, seulement un ou deux, avaient des signes de démence 5 ans après la fin du test. Donc très rapidement, tous, 5 ans après la fin du test, ils avaient déjà des signes de démence, alors que 5 ans avant, donc, ils n'avaient déjà pu identifier que 2 des 5 odeurs qu'on leur avait présentées. C'est quand même impressionnant. Alors, il y a eu multiples études, évidemment, et il y a un journal, le Guardian, qui a publié ceci. Le nerf olfactif est la seule partie du système nerveux qui est exposée à l'air libre, ce qui permet aux poisons et aux agents pathogènes de pénétrer rapidement dans le cerveau. Et la perte d'odorat pourrait être un avertissement précoce de quelque chose qui finira par un décès. Ah, ça c'est impressionnant. Et donc, il faut rappeler c'est des choses importantes à rappeler. Lorsque vous avez des problèmes d'odorat, ça peut indiquer une probabilité plus élevée de développer la maladie de Parkinson ou d'autres troubles neurologiques tels que la maladie d'Alzheimer. Il y a quand même 33 chercheurs qui ont constaté que l'incapacité de percevoir l'odeur était associée à un risque 4 fois plus élevé de décès au cours des 5 années à venir. Et les chercheurs ont pris aussi en compte les facteurs de confusion potentiels tels que nutrition, tabagisme, abus d'alcool, etc. Et ils ont conclu que votre sens olfactif était un des prédicteurs les plus forts de la mortalité. Ok ? Et aussi, on a trouvé que la perte de l'odorat était un indicateur remarquablement fort de la mort imminente, plus que les principales causes de décès connues. Et ça, on n'en parle jamais. La perte de l'odorat, c'est un prédicteur de la mort plus fort que la diagnostic du cancer, de l'insuffisance cardiaque ou de la maladie pulmonaire. Donc, si vous perdez l'odorat 22, alors là, posez-vous des questions. Mais bon, il ne faut pas paniquer non plus. Parce qu'il y a l'histoire du zinc. Alors, le zinc, c'est un oligo-élément essentiel qui est nécessaire pour produire une enzyme qu'on appelle l'anhydrase carbonique. Et cette enzyme, elle est essentielle au goût et à l'odorat. Donc, ça explique pourquoi la perte de l'odorat est un des signes classiques d'une carence chronique en zinc. Donc, si vous avez des problèmes d'odorat, faites tester votre zinc et là, vous en aurez le cœur net. Enfin, vous pouvez aussi vous supplémenter en zinc. Mais bon, donc la perte de l'odorat, c'est un signe d'une carence en zinc. Et le zinc est important pour un certain nombre de fonctions vitales, telles que un problème d'immunité, les composants des enzymes impliquées dans le remodelage tissulaire et la prévention du cancer. Donc, encore une fois, très important d'avoir du zinc. Mais surtout pour maintenir l'humeur, la clarté mentale et un sommeil réparateur. Il faut aussi du zinc. Et puis, bon, le zinc, c'est aussi bien pour la prostate et les intestins en bon état. Donc, il a tout bon, ce zinc. Mais, le zinc, c'est un constituant d'au moins 3000 protéines différentes dans le corps et un composant de plus de 200 enzymes différentes. Donc, il est impliqué dans plus de réactions enzymatiques dans votre corps que n'importe quel autre minéral. Donc, très important pour l'activité enzymatique. Alors, quand je dis activité enzymatique, ça couvre tellement de fonctions dans l'organisme. Donc, le zinc va augmenter notre production de globules blancs, de cellules tueuses qui combattent le cancer, qui aident notre système immunitaire à libérer plus d'anticorps et favorise la cicatrisation. Donc, hyper important pour guérir déjà. Et la carence légère en zinc, elle est relativement fréquente, surtout chez les nourrissons et les enfants, chez les femmes enceintes et celles qui allaitent, chez les personnes âgées surtout, les personnes qui ont une mauvaise absorption gastro-intestinale, donc celles qui font ce qu'on appelle du leaky gut, qui font tout ce qui est colopathie, tous ceux qui ont des maladies intestinales, comme Crohn par exemple, les personnes qui sont végétariennes aussi ou végétaliennes, elles ont tendance à avoir moins de zinc.
C'est pour ça qu'on vous explique qu'il faut consommer un tout petit peu d'une viande très riche, comme les abats, par exemple. Hein. Ça, c'est une des meilleures façons d'avoir du zinc. Bon, alors, cette carence en zinc, alors, il y a eu un certain nombre de facteurs qui contribuent au problème global de la carence en zinc. Ben oui, parce qu'il y a un problème global de la carence en zinc. Et des années de pratique agricole, industrielle. Hein. Tout ce qui fait que notre corps, bon, bah, il n'y a plus rien dedans. Notre corps, notre terre n'a plus rien dedans. Donc, notre corps n'a plus rien dedans non plus. Donc, on a travaillé le sol en monoculture, on a laissé nos sols se vider. Hein. Et il y a certains médicaments aussi qui épuisent le zinc, tels que les inhibiteurs de CA, les diurétiques, les médicaments antiacides, surtout d'ailleurs. Les antiacides, c'est vraiment une cochonnerie. Hein. Ça vous fait chuter déjà rien vos sucs digestifs, ce qui vous permettrait d'avoir les enzymes pour digérer ce que vous mangez. Et rien qu'avec ça, vous en avez moins, donc vous digérez moins, donc vous absorbez moins. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais et donc il y a certains régimes tels que donc les régimes végétariens et végétaliens, les vegans. Ben, c'est des régimes riches en céréales, mais qui sont en même temps pauvres en zinc biodisponible. Hein. Et donc, elles sont riches en acide phytique, ce qui nuit aussi à l'absorption du zinc, encore une fois. C'est fou tout ce qui peut être lié au manque de zinc, mais à quel point on ne se méfie pas assez. Par exemple, si vous êtes déficient en zinc, votre corps peut devenir moins capable de réparer les dommages génétiques causés par le stress oxydatif. Parce que c'est ça, le stress oxydatif, c'est ce que je vous expliquais hier d'ailleurs. Ça endommage la structure des cellules, ça endommage la mitochondrie. Et c'est là que ça va avoir un impact sur vos gènes. Okay, et donc, des faibles niveaux de zinc vont causer des ruptures de brins d'ADN. Hein, et des études ont établi un lien entre les carences en zinc et divers types de cancers, d'infections et de maladies auto-immunes, puisque tout ça, ça vient d'une défaillance au niveau de la structure cellulaire, au niveau de la mitochondrie et de l'impact que ça a sur l'ADN. Hein. C'est là que ça change tout. Donc, à quoi on va reconnaître un manque de zinc? Eh ben, des infections fréquentes, hein, tout simplement. Plus de rhume, plus de grippe, la diminution de l'odorat, des taches blanches sur les ongles. Là. Si vous regardez vos ongles et que vous avez des taches blanches partout, alors là, souvent on se demande, tiens, ça sert à quoi? Ça veut dire quoi les taches blanches sur les ongles? Ben, ça veut dire un tas de trucs, mais entre autres, que vous manquez de zinc. Ok? Alors évidemment, il y a des façons de mieux prendre son zinc. Alors, si vous êtes en bonne santé et que vous faites attention à votre capacité d'absorption, donc à la santé de votre ventre, eh ben, vous aurez rarement besoin de suppléments pour compléter quoi que ce soit. Hein. Mais vous devez vous efforcer d'obtenir du zinc à partir de sources alimentaires de bonne qualité. Et donc, les bonnes sources de zinc comprennent les viandes, hein, comme d'habitude. Surtout il faut que ce soit de la viande non fermière. Mais il n'y a pas que ce soit des grosses quantités, il faut que ce soit des petites quantités. Hein, de viande, d'huîtres, hein, les poissons sauvages, le lait cru, hein, parce qu'il n'a rien à voir avec le lait pasteurisé. Hein. Le lait homogénéisé, c'est une cochonnerie. Le lait stérilisé, n'en parlons même pas. Donc, il y a le lait cru, il y a le fromage cru, il y a les haricots secs aussi, les yaourts ou le kéfir, mais toujours à base de lait cru. Hein. Puis, il y a des suppléments. Mais enfin, bon, les suppléments, on pourrait se dire qu'il est plus simple de prendre une pilule de zinc tous les jours. Mais en fait, prendre trop de zinc sous forme de supplément, ça peut être dangereux. Je dis trop, hein. Je n'ai pas dit oui, si vous avez un peu de zinc dans quelque chose, etc. Non, non. Si vous vous goinfrez au zinc, oui, là, c'est dangereux parce que ça peut interférer avec la capacité de votre corps à absorber d'autres minéraux. C'est toujours pareil. C'est toujours le problème quand on s'auto-complémente comme ça avec beaucoup de trucs. Il y a certaines choses qui vont pas ensemble, c'est tout. Donc, si vous décidez d'utiliser un supplément de zinc, mais il y a des formes chélatées qui sont mieux absorbées que les formes inorganiques. Hein, il faut le garder à l'esprit. Mais il faut éviter de prendre trop de choses qui ont des trop hauts niveaux. Hein. Bon, à part pour la vitamine C, ça c'est différent. Alors, l'odorat. Si votre sens de l'odorat fonctionne bien, pourquoi ne pas l'utiliser à votre avantage? Alors, en aromathérapie, évidemment,
vous pouvez exploiter certaines odeurs qui déclenchent de réelles réponses physiques et émotionnelles. Par exemple, la recherche nous dit ceci. Ça, c'est la recherche, pourtant c'est très limité. Hein. Ils ont fait une revue de 16 essais contrôlés randomisés qui expliquent les effets anxiolytiques de certaines huiles chez les personnes qui présentent des symptômes d'anxiété. Alors ça, ils ont trouvé ça dans les hôpitaux. Hein. En fait, ce qu'ils cherchaient, c'était une justification de diffuser des huiles essentielles calmantes dans les salles d'attente d'hôpitaux pour les maladies graves, pour cancéreux, choses comme ça. Donc, il a fallu quand même 16 essais pour démontrer un des effets multiples des huiles essentielles qui sont utilisées depuis des millénaires. Enfin, on ne va pas s'énerver, on ne dit rien du tout. Et ils ont surtout trouvé qu'il n'y avait eu absolument aucun effet indésirable. Ça, c'est fou, ça. Alors, on va parler sérieusement. Donc, c'est fou combien la recherche est chatouilleuse dès que les huiles essentielles sont concernées. Parce qu'évidemment, il y a tellement d'effets qui ne peuvent pas être démontrés scientifiquement puisque ça se base sur la réaction humaine et que chaque humain est différent. Okay, donc, on ne peut pas faire des grosses généralités comme ça. Par contre, l'aromathérapeute, il va profiter de milliers d'années d'utilisation et d'accumulation de retours issus de cette utilisation. Donc aujourd'hui, c'est cependant avec tout l'appui de la science qu'un cours d'aromathérapie holistique parle d'odorat. Mais là, je vais vous donner des extraits de cours issus du premier module d'AromaPro pour vous donner un petit peu quelques détails. Donc l'olfaction est directement reliée à tout un éventail d'émotions hein, et donc à des changements de comportement. Que les impressions olfactives sont identifiées par le bulbe olfactif, que ce bulbe est relié donc au thalamus qui transmet des impulsions au néocortex, que les signaux olfactifs déclenchent des émotions et des comportements responsables de la régulation hormonale qui elle-même est contrôlée par l'hypophyse. Donc ça, c'est énorme. Il y a tellement de trucs qui ne vont pas chez les gens à cause de l'hypophyse. Pour vous donner un exemple, là, il y a eu c'était la grosse mode de parler d'hypothyroïdie, etc., et de lévothyrox. Si vous saviez le nombre de filles que j'ai vues à qui on a donné du lévothyrox pour soigner une hypothyroïdie qui n'existait pas, mais qui avait été mal diagnostiquée uniquement parce que leur hypophyse fonctionnait mal, et que du coup, ça provoquait des symptômes qui s'apparentaient à des problèmes de thyroïde, ou qui engendraient des problèmes de thyroïde. Mais il suffisait de traiter l'hypophyse pour que ça disparaisse. Ok ? C'était tout. Donc, on s'est occupé de l'hypophyse de ces filles, et maintenant, elles prennent plus de cochonneries, et elles pètent la forme, et elles ne se sont jamais senties aussi bien. Et alors que sous lévothyrox, elles étaient misérables, et elles ne comprenaient pas pourquoi, leur médecin non plus. L'hypophyse, c'est énorme. Et tout ça, on arrive à le faire avec des huiles essentielles, quoi. Donc, il y a un lien entre le système olfactif et les effets des émotions, évidemment. Et donc, ça, c'est toujours issu du module 1. Si on respire une huile essentielle, on va stimuler le cerveau à produire des neurotransmetteurs qui sont indispensables au bien-être, comme la sérotonine et la dopamine. Hein. Et à ce moment-là, dès qu'on travaille là-dessus, on travaille sur plein de sources de dépression, sur des troubles de l'humeur, évidemment sur du stress aussi. Et donc, respirer une huile essentielle peut stimuler le cerveau à produire des neurotransmetteurs indispensables au bien-être. C'est ainsi qu'on explique l'action positive de l'aromathérapie sur les dépressions, sur tout ça. Et évidemment, sur l'impact sur le système nerveux central, et donc sur la qualité de l'immunité. Okay ? C'est pour ça que je vous expliquais l'autre jour, oui, nous, en aromathérapie holistique, quand on va s'occuper de l'immunité, on va d'abord s'occuper du système nerveux. Okay ? Tout simplement parce que les réponses olfactives vont amener le cerveau à stimuler la sécrétion d'hormones et des produits neurochimiques qui ont un impact sur la physiologie de notre corps et de notre comportement. Hein. Donc, on s'attaque vraiment, vraiment à la source de tous vos problèmes. On ne va pas se contenter de donner l'illusion que ça va bien pendant quelques jours. Okay ? Les odeurs, elles ouvrent la porte à nos émotions plus sûrement que n'importe quoi d'autre. Et ça, je voulais vraiment en parler parce que c'est vraiment très important. C'est une vérité qui est largement vérifiée par l'aromathérapie holistique, évidemment,
et il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Il y a Rudyard Kipling, c'est Mowgli, hein, qui vous dit « Les odeurs sont un moyen pour faire vibrer les cordes de votre cœur. » Il faut le faire quand même. C'est joliment dit quand même. Plus sûr que les sons. C'est fou quand même. Donc, ce qu'il faut retenir sur l'olfaction des huiles, votre sens de l'odorat est estimé comme étant 10 000 fois plus précis que tous les autres sens et sensible à plus de 10 000 composés différents. Chaque huile essentielle est elle-même composée de certains composants chimiques qui ont tous un impact sur notre organisme en son entier, inclus nos émotions. Bon, alors les composants chimiques des huiles, il y en a, on ne sait plus combien, mais c'est pour ça, bon, ça peut vous paraître rébarbatif, l'histoire de la chimie dont je parlais l'autre jour, parce que c'est vrai que je suis obligée de mettre de la chimie dans les cours d'AromaPro, mais on en a juste identifié 12. Hein. On a identifié 12 composants chimiques principaux, des grosses familles, pour simplifier les choses. Ce qui veut dire que non, c'est vraiment pas si compliqué que ça, la chimie en aromathérapie. Alors, les propriétés chimiques des huiles essentielles, elles ont fait l'objet de plein de recherches, alors que très peu est découvert sur leurs propriétés énergétiques et émotionnelles. Alors que Hippocrate, le père de la médecine, la vraie, hein, pas celle d'aujourd'hui, disait qu'un bain parfumé et un massage aromatique tous les jours, c'est le chemin vers la bonne santé. Pas moi qui le dis, c'est Hippocrate. Alors là, ce garçon remonte dans mon estime, quoi. La manière la plus spirituelle dans le parfum, la matière, là, c'est Rudolf Steiner, il dit, la matière est plus spirituelle dans le parfum des plantes. Encore un garçon bien, Steiner. Donc, vous l'avez sans doute compris, l'aromathérapie holistique vous amène à penser hors des chemins battus de l'aromathérapie classique, évidemment. Bon, tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est clair que déjà, pour l'intégrer, pour le comprendre, ben, il ne faut pas forcément rester dans les sentiers battus. L'aromathérapie agit sur le plan physique, mais l'aromathérapie holistique travaille aussi sur le plan mental, émotionnel et spirituel, ce qui est logique. Si vous passez votre temps à faire plutôt qu'à être, ben vous pouvez perdre de vue votre nature spirituelle et vous rendre compte que quelque chose manque à votre vie. Et heureusement, la force vitale des huiles essentielles, elle va faciliter la guérison physique alors que l'esprit des plantes va toucher notre âme. Et ça, c'est le secret qui est bien gardé de ceux chez qui la santé passe par le nez. Alors, je vous ai fait un petit récapitulatif. Sentez ce qui vous fait du bien. Voilà, il y a les bases que je vous ai mises dans Essentiel Beauté, vous pouvez avoir gratuitement. Dans l'Essentiel de l'équilibre, dans le manuel. Et puis évidemment, dans tout AromaPro, là, vous avez tout en détail pour vous apprendre cette liberté-là. Voilà, on a fait le tour.